Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va encore feuilleter des livres, on va parler avec un ange puisqu'on reçoit Angie, c'est dans Cosmo Réunionnais. Koulsoum, bonsoir. Bonsoir Gismi. Je vous laisse avec votre ange. Oui, bonsoir, Bonsoir Angie Beg. Donc, moi, je t'ai vu pour la première fois au salon rayonné Leclerc de la Réserve à Sainte-Marie. Donc, oui, toute frêle, toute ange, là, sur son stand. Et tu as ton premier roman, voilà, Un jour sur Terre. La fleur et l'automate. Tout à fait. Je vais montrer là. Un jour sur Terre. La fleur et l'automate. Donc, c'est un roman de science fantasy. Oui, c'est ça. C'est de la fantasy, donc, mélangée avec de la science-fiction. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu fantasy, où sont les limites et science-fiction? Alors, je vais d'abord présenter l'auteur. C'est votre premier roman? C'est mon premier roman, effectivement. D'accord. C'est vrai que vous avez commencé à écrire à quel âge? Assez tôt, en réalité. J'ai commencé quand j'étais en 6e, donc j'avais 10 ans. Ah oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez écrit à ce moment-là? Alors, à l'époque, j'étais très intéressée par beaucoup de dessins animés qui nous viennent du Japon. Notamment, il y avait Sonic, le hérisson bleu. Et j'avais écrit toute une histoire séparée du personnage principal, voilà, de mon cru, finalement. Une fanfiction, comme on appelle ça. D'accord. J'allais dire là, un petit peu, la science-fiction, c'est ce qui vous a vraiment intéressé dès le départ? Je dirais plus que c'est la fantasy qui m'a intéressée dès le départ. J'ai lu beaucoup de livres fantasy quand j'étais ado, notamment le très grand Pierre Bottero. D'accord. Oui, la liaison est facile et je vais le faire. Votre coiffure, c'est... Non, c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Hein, juste dire que je trouve ça très, très original. Merci. Oui, ça fait penser un petit peu à des personnages de dessins animés, de science-fiction. Oui, mais tout à fait. Enfin, j'ai vraiment, je pense, une inspiration globale, autant pour mes histoires que pour ma façon de m'habiller ou ma façon de me coiffer, qui sont inspirées de la fantasy, de la science-fiction et du Japon, de l'Asie plus globalement. Oui, parce que le collier, là... Vous avez été au cosplay? J'ai jamais fait de cosplay, mais j'ai déjà été dans des conventions où les gens font du cosplay, et j'aime beaucoup, oui, les conventions et le cosplay, c'est très chouette. D'accord. C'est ce qui transpire un petit peu, c'est-à-dire que dans ce que vous allez écrire, c'est ce que vous êtes finalement? Oui. D'accord. On va revenir à cet ouvrage, Un jour sur Terre. Oui, donc on décrit un peu des troubles mentaux, c'est ça? Oui. En fait, le personnage principal, tout particulièrement, est atteint d'un trouble assez grave qui s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. Alors, on va essayer de programme. On va essayer de vous le dire un petit peu... Au ralenti? Non, pas au ralenti, de vous le schématiser et de le concrétiser. Le trouble dissociatif, c'est lorsque vous avez en vous 2 ou 3 ou... À partir de 2. Moi, j'ai reçu une personne sur ce plateau qui en avait 8. Ah oui. Mais, donc c'est quelque chose de particulier. Donc généralement ça se fait lorsque l'individu a du mal à exister, il se crée plusieurs personnages souvent pour la protéger. Oui, c'est ça. Dès l'enfance en fait, où il y a des choses très difficiles à traverser, l'identité de la personne va se différencier en plusieurs identités. Personnalité, ouais. Elle va se fragmenter en fait pour pouvoir survivre à ces traumatismes très forts. Oui. Et donc schizophrénie, ça se rejoint Alors en fait, il y a une énorme confusion entre les deux, mais les deux troubles sont très différents. C'est-à-dire en fait, quand on est schizophrène, on n'a pas plusieurs identités. Il arrive qu'on ait... Il y a beaucoup d'hallucinations dans la schizophrénie. Ah oui. Et il y a ce qu'on appelle des pseudo-hallucinations dans le TDI. Mais la schizophrénie, en fait, c'est basé uniquement sur ça. Ce sont vraiment des hallucinations qu'on peut entendre, voir, avoir sur son corps. Alors que le TDI, c'est vraiment un trouble dissociatif. Donc déjà, ça veut dire qu'on dissocie. C'est-à-dire qu'à certains moments, la pensée et le corps ne sont plus connectés à l'esprit. Et... les identités, c'est aussi important dans le TDI, ce qu'on ne retrouve pas dans la schizophrénie. Alors, ce qui me surprend toujours, c'est que cette jeunesse s'intéresse quand même à des choses très pointues, comme... Parce que quand on regarde les dessins animés qui arrivent aujourd'hui,
on voit en filigrane Oui. souvent, on voit toujours ces différents personnages qui habitent un individu et on le voit, j'allais dire, par rapport à ce que vous avez écrit, je pense, c'est que c'est toujours cette lutte d'une personne entre ce qu'il est vraiment, entre ce qu'il voudrait être, et ce qui par moment arrive en bien ou en moins bien, qui fait qu'il est toujours en conflit avec lui-même. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui évoluent, on le voit depuis Freud, depuis qu'on a commencé j'allais dire, à disséquer, à explorer le cerveau, on découvre de plus en plus de choses, et ne serait-ce que comme là, il y a depuis quelque temps, on travaille sur ce qu'on appelle le lien transgénérationnel. C'est-à-dire on travaille sur ce que le corps a de lien avec le passé. Et ça complique de plus en plus d'ailleurs. Ah bah oui. Et en fait, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on ne sait pas sur le cerveau Tout à fait. et toutes les façons dont le cerveau a de s'adapter à notre monde. Oui. Ben C'est oui. fascinant. Et c'est pour ça que dans ce qu'elle appelle le TDI, donc le trouble dissociatif, c'est que le cerveau crée un personnage pour un contexte, pour une posture. Et ça amène souvent des films quand même qui utilisent souvent ce genre de choses d'ailleurs. Effectivement, il y en a eu quelques-uns, plus ou moins bons. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il existe des films avec une bonne représentation du TDI. Mais il y a des représentations qui sont assez intéressantes et quand même qui se rapprochent de la justesse. Je pense notamment à Fight Club, qui peut être pas mal. Je pense également à la série Marvel Moon Knight, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Ouais, et alors, vos personnages, Nour et Po. Et Pan. Pan. Ah, c'est Pan. Tout à fait. Pan. Et Pan. Donc, ces personnages ont aussi leur quête, chacun de leur côté. Alors, expliquez-nous un peu. Alors, j'ai lu le résumé qu'il y a à la fin. Donc, il y a la mort d'une petite fille. Oui, en fait, c'est la mort de la grande sœur de Nour. Donc, elle est plus âgée que lui et je pense qu'elle décède, elle a à peu près 18 ans. D'accord. Et c'est ce qui déclenche, c'est l'élément déclencheur pour Nour d'aller à la quête de quelque chose, je suppose. Ben, non. En fait, l'histoire commence vraiment où il est en train d'essayer de faire le deuil de sa sœur. Oui. Et avec plus ou moins de succès, c'est assez difficile pour lui en réalité. Et c'est pas du tout ça qui va déclencher l'aventure, c'est justement sa rencontre avec Pan. C'est que en fait, il est... On va dire que Pan, c'est une fille ou un garçon ? C'est une fille. D'accord. Ça rappelle un peu Peter Pan, Oui, non ? Il y a un peu de ça. Un peu. Hein. Je pense qu'à un moment, elle doit se dire oh, quand même, j'ai l'impression d'être Peter Pan et que lui, c'est un garçon perdu. Il y a eu une réflexion comme ça à un moment. Et c'est cette rencontre-là qui déclenche un petit peu, j'allais dire, la démarche qui va commencer, cet itinéraire qui va commencer. Oui, tout à fait. En fait, il arrive quelque chose dans la ville où il s'est réfugié. C'est un attentat terroriste. Et c'est ça vraiment le tout début. C'est genre le premier élément déclencheur. Mais au départ, il se dit, ok, on me dit, il y a eu cet attentat, on m'a dit, viens rejoindre-nous. Mais je suis pas sûre d'avoir envie d'y aller. Bof, bof. Et Pan arrive et lui dit, si, tu y vas, et je te traîne même par la peau du cul pour y aller. D'accord. Ouais. Et donc cet univers, parce que là vous êtes quand même cette ville, l'univers, la partition, c'est ça, hein, et tout ça, c'est quand même un monde que vous imaginez, que vous créez comme ça. Oui. Alors, en fait, le monde de Un jour sur Terre, qui en fait n'a pas de nom dans ce volume-là, pour l'instant, nous rappelle souvent son pays, la contrée. Il y a des noms de villes. À un moment, ils vont sur une île qui s'appelle Inorenu. Mais à part ça, il n'y a pas de nom à la contrée, il n'y a pas de nom au monde. On appelle Un jour sur Terre. Et pourquoi cette volonté Pourquoi cette volonté de pas même pas situer c'est vrai que dans la science-fiction, la fantasy, on ne retrouve pas les éléments qu'on a, mais là on est quand même dans l'attente. Oui. Hein. Eh bien, parce que il y a des choses à découvrir par soi-même dans le livre, des indices que je mets pour comprendre que finalement peut-être que ce monde fantastique, fantasy, il n'est pas tout à fait fantasy.
Je trouve que vous l'avez vraiment complexifié. Un petit peu à l'image du cerveau, c'est-à-dire que d'aller chercher, en tout cas de chercher avant de trouver. Oui, je pense. Mais j'ai beaucoup d'inspiration quand même de notre monde. Donc notre monde, il est très complexe finalement. Et si je m'en inspire, c'est que forcément ça fait quelque chose d'assez complexe aussi. Alors, je vais quand même ajouter quelque chose. Le monde est complexe dans la mesure où on essaye d'aller dans les complexités aussi. Il y a aussi un choix individuel. Parce que le jour où quelqu'un décide de prendre son sac, de partir en forêt et d'y rester, il trouve une solution, peut-être pas excellente, mais bon, il a. C'est pour ça que c'est vrai que notre monde est très complexe. Là-dessus, personne ne pourra vous dire le contraire. Mais il y a aussi une chose, et dans le livre, je ne sais pas si ça transpire, c'est les choix des personnages. Oui, je pense que les choix sont très importants aussi dans Un jour sur Terre. Alors la couverture rappelle un peu moi ce que j'ai trouvé sur que vous êtes cofondatrice de Rainbow Studio. J'ai vu un peu les fleurs comme ça, un peu des choses, des créations. Donc en fait, c'est parce que je suis dessinateur, c'est moi qui ai fait la couverture du livre, et je suis aussi graphiste du coup pour le studio, le Rainbow Studio. Et c'est un studio avec lequel on fait des jeux vidéo. D'accord. Pour l'instant, aucun jeu n'est sorti, mais c'est un projet qui va se concrétiser. Bien sûr, on le souhaite vivement. Donc, et on vous accueillera pour le présenter ici sur le plateau. Ouais, avec plaisir. Et donc là, vous êtes en auto-édition. Tout à fait. C'est un choix ou c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'éditeur? C'est effectivement un choix. Parce que je suis un peu allergique au contrat. C'est-à-dire, expliquez-nous. Simplement, si je veux faire quelque chose avec mon univers, si je veux faire quelque chose avec mon livre, ou si je veux simplement arrêter l'histoire là où j'ai décidé qu'elle s'arrêtait, ben je veux pas avoir de contrat, je veux pas avoir de contraintes. J'ai pas envie d'avoir des gens à qui je dois me référer pour faire telle ou telle chose dans le livre. Et voilà, je veux vraiment être libre là-dessus. Ouais. Vous n'avez pas envie de rentrer dans un cadre? Voilà, c'est ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans un cadre. D'accord, entendu. Et donc, y a-t-il une suite? Parce qu'on attend la fin. La fin n'est pas encore... on a l'impression qu'il va avoir quelque chose d'attendu. Effectivement, c'est une duologie, donc c'est en 2 tomes. Et je prévois le tome 2 pour début 2024. Oh, oui. Oui, on va y arriver à grand pas, à ce 2024. Alors, pour ceux qui souhaitent échanger avec vous, vous contacter, vous avez un réseau social? Oui, je suis très active sur Twitter, donc NJBeg sur Twitter, également sur Instagram, NJBeg sur Instagram. Oui. D'accord. D'ailleurs, c'est là que je la vois. Tout à fait. sur Instagram. Ma question, c'est aujourd'hui, à votre âge et dans cette démarche que vous menez, on a l'impression que vous essayez quand même d'être... je vais essayer de ne pas être méchant, mais je ne dirais pas iconoclaste, mais d'être vraiment vous. Pas pour faire différence avec les autres, mais vous avez envie d'être vous. C'est ça qui est fort, je pense. Mais tout à fait. Ouais. C'est exactement le terme, Ouais. les mots. C'est que je veux être moi et je veux écrire des choses qui me ressemblent, des choses qui me font envie et des choses qui me parlent. C'est bien, ça a l'air... C'est bien. Non, mais c'est bien. Justement, dans ce monde très complexe, et là-dessus encore, je vous dis, vous avez raison, c'est aussi une façon d'exister, de quelque part un petit peu d'émerger de ce monde un peu, j'allais dire fouillis. Je ne sais pas si j'essaie d'émerger, mais en tout cas, oui, j'essaie d'exister. Ouais. Et c'est déjà bien assez, bien suffisant, bien assez de travail. Ça, c'est sûr. Et justement, dans votre vie à vous de tous les jours, c'est une constance? De vouloir exister? Non, d'exister comme ça, à travers vos ouvrages, ce que vous écrivez. Oui, je pense que les histoires, c'est vraiment très très important pour moi. J'en ai toujours, si j'en ai pas écrit, j'en ai toujours inventé en tout cas. D'accord. Ah oui. Et les gens qui vous suivent sur vos réseaux sociaux, j'allais dire, adhèrent à cette posture.
Oui, je pense. D'accord. Oui. Non, c'est important parce que après 2 ans de pandémie, je pense qu'il y a des gens qui se cherchent, il y a des gens qui essayent de trouver des postures nouvelles, plus légères, plus simples à vivre. Et c'est pour ça que je disais que votre posture est remarquable, parce que vous êtes vraiment dans cette posture-là où vous voulez exister, mais vous, et sans vous prendre trop la tête avec tout, avec ce monde qui vous entoure. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai juste. qu'on remarque de plus en plus qu'on se débarrasse de tous ces carcans, de choses qui peut-être a refermé ce que j'appelle maintenant le vieux monde, puisqu'on est en train de s'acheminer vers un monde avec quand même beaucoup d'inconnus et beaucoup de... En tout cas, on ne veut plus être ce qu'on a été avant. Je veux dire, la solution, c'est vraiment d'enlever tout le superflu, tout ce qui ne sert à rien pour vous, tout ce qui n'est pas... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que la mort est un déclencheur aussi. C'est quand on perd quelque chose qu'on a envie de se mettre en marche pour aller chercher ce qu'on a vraiment besoin, finalement. La quête de la vie, finalement. Oui, puisque là, on démarre avec la mort, que ce soit les attentats et les attentats. Et les attentats, c'est vraiment ce qui va déclencher toute cette histoire de deuil, cette histoire de réflexion aussi, chez nous, c'est ça. Oui, pour nous, en tout cas, le deuil, ça va quand même le suivre pendant tout le roman. Il va essayer justement de passer à autre chose. Donc effectivement, je pense que quand on traverse un deuil, il faut se réorganiser au bout d'un moment. C'est une des étapes du deuil, c'est de se réorganiser. Bah oui, puisqu'il y a toujours cette absence, c'est comme un vide qu'il faut un moment combler. Si je peux dire. Non, je trouve ça... il faut combler le vide. Il ne faut pas forcément combler. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais je sais bien. Mais moi, j'appartiens au vieux monde. Que voulez-vous En tout cas, pour continuer de vivre, il faut trouver des façons de vivre sans la personne. Oui. Ça, c'est certain. Et puis, quand on dit que c'est la fin d'un monde, donc ça veut dire que celui qui suit est nouveau, même si c'est pas vraiment un nouveau, même s'il y a un nouvel élément qui arrive, mais c'est de se sentir pareil dans ce nouveau monde. Apparemment, on le voit avec la pandémie, les gens ont du mal à se remettre dans ce monde-là, qu'il soit nouveau ou pas d'ailleurs. Oui. Oui, c'est vrai, je le constate. Et ma question, c'est que la personne que vous êtes arrive justement à s'adapter, à se dire, ou alors à dire, voilà, ça c'est mon monde, et c'est ce monde-là qui est le mien, et je reste là-dedans, et je n'ai pas à changer de posture à chaque fois pour m'adapter à un nouveau monde. Je dirais plutôt que s'adapter, c'est plutôt un travail de tous les jours. Et il y a des choses, je pense que ma génération et celle qui arrive ensuite a envie de changer dans le monde actuel. Je pense qu'on est plutôt sur une posture comme ça. Mais ça passe par être nous-mêmes. Oui, effectivement. Et donc, après, il faut composer aussi avec ce monde ces mentalités qui met du temps à changer, parce que bon, quelqu'un comme moi, on va pas me changer, si vite, je veux dire. Il y a des choses quand même, je reste un peu, voilà. Mais bon, heureusement que j'ai des enfants qui m'aident là-dedans. J'allais dire, c'est souvent l'élément déclencheur ou la force de l'élément déclencheur qui donne ou pas cette possibilité de dire on le fait ou pas. On regarde dans les ouvrages, et souvent je prends l'ouvrage de Paul Coelho, l'alchimiste, comme référence. Ce gamin qui n'a aucune attache là où il est, et qui va partir dans un voyage initiatique, et qui va même pas s'adapter, mais il va vivre sa vie, juste vivre sa vie, jusqu'à ce qu'il découvre, il trouve ce qu'il doit trouver, enfin, on lui dit où est-ce qu'il doit trouver ce qu'il doit trouver. Mais cette démarche-là, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est plus forte, c'est-à-dire que il y a une remise en cause, mais alors énorme. Et je pense que la quête, effectivement, de l'identité, c'est quelque chose de très important de nos jours. Mais parce qu'il y a tellement de chamboulements et de choses, en fait, que trouver son identité, c'est moins simple qu'avant, je pense. Et dans le livre aussi, on le sent, ça, avec l'histoire de la paix.
est-ce que la paix va arriver? Est-ce que on attend cette paix comme un apaisement, comme voilà, comme pas une fin, mais comme voilà le fait de partir dans autre chose. Ça se sent un petit peu. Là où c'est drôle, lorsqu'il y a la paix, on craint la guerre. Lorsqu'il y a la guerre, on veut la paix. Mais d'une façon ou d'une autre, l'être humain a au moins cette simplicité d'esprit. Merci à vous. Merci beaucoup. Angie Beg pour cet ouvrage. On rappelle donc le jour sur Terre. Un jour sur Terre, donc votre premier ouvrage. On vous accueillera pour la suite et pour le jeu vidéo quand vous le souhaitez. On marque une pause. Je vous retrouve juste après. Comment aujourd'hui, quand il parle la Réunion, à travers la musique, à travers ce que vous faites, comment il faut vivre la Réunion, il faut faire vibrer la Réunion? C'est une grande question, hein? Non, mais ce qu'il faudrait, c'est retourner vers l'essentiel, retourner vers l'authentique, même si on en a de plus en plus de gens qui savent chercher sa clé en dehors, parce que finalement, nous rendons compte quand même que y en a quand même une masse de gens qui veut être naturel, qui veut retourner à la terre, qui veut retourner à la nature, et puis parler créole. Donc la langue, elle est importante pour nous sur le territoire de la Réunion. Le parler créole, justement, ça a été un débat, ça a été un long et un mauvais débat, parce que là empêche à nous cause français, là oblige à nous cause créole, là oblige à nous cause français, et aujourd'hui on rend compte que finalement le créole, il a besoin de sa langue, il a besoin de son causer, et c'est là-dedans qu'il se trouve mieux. Et nos bonnes artistes, en tout cas, ils ont toujours eu cette posture de dire nous cause créole. Oui, mais seulement à l'époque, c'était un système colonial de l'époque. Donc, on n'avait pas le droit de faire ce que vous voulez. Et puis, l'école était pour servir finalement le système. Donc, à partir de ce moment-là, tu pouvais mettre dans la tête des gens que en pratiquant le créole, il bloque l'enfant pour lui apprendre le français, puis pour lui aller au-delà, soi-disant, mais quand il coupe vos racines, comment l'arbre il peut grandir, il peut donner de belles fleurs, il peut donner de bons fruits. Oula offre à Maxima, vous voyez, et à Kayambé, sans doute un des plus beaux textes de musique, de chansons que la Réunion l'a connu, Cascavel. Aujourd'hui, ce refrain-là, comme Poutifleur Fané, d'autres chansons que l'est devenu un refrain repris en chœur de manière parfois machinale par toute la population. Quand on a écrit ce trésor-là, on voit comment aujourd'hui le Réunionnais y approprie à de ça. Quoi on ressent? Ben, il ressent... Moi, il est content, d'autant plus que moi-même, moi, j'étais enseignant, moi, j'étais instituteur. Et donc, quand les repris, surtout par les marmailles dans l'école, ça, il fait plus ou moins plaisir que si il gagnait beaucoup d'argent avec. Ça, c'est le plus important pour moi. Dans la ravine d'Ankia Soleil, aujourd'hui, c'est des paroles que n'importe quel Réunionnais, il peut, parce que c'est les premières paroles de la chanson, il peut chanter. Et ça, c'est vraiment du créole dans la ravine d'Ankia Soleil. Comment aujourd'hui, justement, ce créole a été causé avant les années 50, après, dans les années 60, 70, 80, comment aujourd'hui préserver notre causé à travers la chanson, c'est important? Mais il faut diffuser déjà, il faut enseigner dans les écoles de plus en plus,
Et puis, donc, il va faire son chemin. Après, chaque époque elle a sa manière de voir les choses, elle a sa manière de causer. Donc, il ne peut pas empêcher ça. Mais il faut que ça, les garder quand même. Et puis, il continue à diffuser. Ou comme moi, d'ailleurs, quand nous démarrons dans le chemin Cannes, une salle école à pied, jamais nous n'aurions pensé que nous Trill n'aurait changé comme il a changé. Comment, sans empêcher l'évolution, ça empêche le progrès, comment, ou à travers, par exemple, la Cascavel, comment on peut préserver ce que nous, en nous, cette réunion que nous là, dans laquelle nous l'a grandi, que nous aimons, que nous l'a aimé, et que nous voudrions continuer à aimer. Comment préserver ça? Ce ne sera pas facile, étant donné que l'argent, de nos jours, est important. Et puis, donc, dans une île où on a du soleil, où on a quand même une nature, des microclimats assez diversifiés, donc tout ça, il attire beaucoup de gens, et des gens qui ont de l'argent, qui peuvent acheter des terrains pour bâtir des groupes immobiliers, qui fait qu'il y a même tout un tas de personnes qui finalement vient, disons pas détruire, parce que il y en a aussi des Réunionnais ils respectent moins la nature et notre pays que y en a ça qui vient. Mais seulement si nous n'avons plus d'espace pour nous vivre, pour nous respirer, si en étant ici, où on n'a point le droit de battre un tambour mal bas pour une cérémonie, si on n'a point le droit d'élever un coq parce que il crie, il dérange les gens à côté, là on a un problème. Mais parle de ça, aujourd'hui nous n'avons plus le droit de tuer un cochon, sans référer au vétérinaire, sans référer à qui est de droit. Tous ces petits trucs qui étaient à nous sommes en train de perdre. Comme bataille coq, aujourd'hui, nous, une comme ça, c'est la maltraitance à animal. Comment préserver ces éléments de notre identité et en même temps respecter les nouvelles lois qui arrivent? Mais les nouvelles lois, là, ceux qui décident des lois, il faut que tu commences par respecter eux-mêmes. Parce que le cochon que nous tuions à l'époque, que nous élevons, que nous tuions, était plus sain que les cochons bourrés aux hormones et puis tout un tas de médicaments qui fait que... Voilà. Donc, il faut aller vers l'essentiel. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a un système qui décide des règlements que l'on a raison. Justement, puisque aujourd'hui on a une nouvelle situation, comment nous peut utiliser les artistes, la musique, pour justement, pour donner un peu plus de couleur à notre identité, à révéler un peu plus. Quand on écoute Luc Donat, ou la chanson de Tiangelo, ou écoutez Pierre Roselli, vous sentez ce côté, ce ticket de la Réunion, comme avec Kayembe. D'accord? Mais comment aujourd'hui il faut que les artistes y travaillent pour justement donner un peu plus de force à l'identité réunionnaise? Non, les artistes, ils font ce que ils peuvent en fonction de ce que ils est, et il faut que ils restent eux-mêmes déjà. Et après, on a le système éducatif qui a commencé à faire un travail à ce niveau-là. Il faut que les continue. Et il faut que notre langue les respecte comme une langue, pas simplement elle, mais il faut quand même que nous parlions français, nous peut parler anglais, nous peut parler espagnol, nous peut parler tout ça, mais en premier, il faut que tout ça les respecter de façon à ce que nous les nous-mêmes, et quand nous les nous-mêmes, là nous en avons quelque chose pour donner aux autres quand nous ça va. Sinon c'est de la copie. Et il n'intéresse personne d'imiter aux autres quelqu'un qui partirait à l'extérieur et imite ce que vous êtes en train de faire.